Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 du Labo Créatif. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement écouté le premier épisode et que vous êtes assez curieux pour prolonger l'aventure avec moi. Dans la première partie, j'ai abordé tout ce qui concernait l'origine du jeu de rôle, le système de règles en général, les choix de game design que j'avais fait, mais je n'ai pas tout dit. Et oui, il m'en reste encore un petit peu, et comme je me suis promis de faire des épisodes de 10 à 20 minutes, j'allais pas commencer par pourrir le premier épisode en faisant 30 minutes. Donc me revoilà pour un épisode plus court. J'y aborderai notamment la carte By Order of the Peaky Blinder, qui est un élément clé du game design. J'y aborderai aussi le système de combat et les marges de réussite dans la mécanique de jeu. J'y ajouterai probablement aussi le petit making-of que j'ai fait dans le style journal de bord durant ma création du jeu. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien assis au fond de votre fauteuil, un verre de whisky pas trop loin, car mon épisode final de Peaky Blinder va commencer. Offert par la maison, monsieur Shelby. Commençons par la carte By Order of the Peaky Blinder. Cette carte a deux utilités. La première, c'est action de gang. Tous les membres du gang présents bénéficient du bonus pour un unique test d'action violente ou intimidante. C'est-à-dire que les PJ lancent pour ce test un D8 plus un dé à 12 faces plus un bonus de 2. Et ça, c'est évidemment quand elle est jouée. Et quand elle est jouée, cette carte, elle repasse du côté du narrateur. Les PJ n'y ont plus accès. La deuxième fonction de cette carte est le sauvetage. En effet, quand on a un personnage qui tombe dans le coma, il doit réussir un test de résistance pour se relever quelques heures plus tard. Et s'il échoue, le narrateur peut prendre les choses en main, c'est-à-dire que le PJ est sauvé in extremis par un PNJ important, auprès duquel ce dernier est endetté. Il devra alors, plus tard dans l'histoire, accomplir pour celui-ci une action qui ne lui plaira pas du tout, mais alors pas du tout quoi. L'autre option est de jouer la carte By Order of the Peaky Blinders. Le personnage se relève et on reprend l'histoire. Quand un personnage tombe dans le coma, il doit réussir un jet pour se relever. S'il n'y arrive pas, le narrateur peut prendre la main, comme je viens de le dire, ou on peut jouer la carte By Order of the Peaky Blinders. C'est-à-dire que le personnage se relève, la carte passe aussi du côté du narrateur, et on tire deux utilisations donc pour cette carte, celle du sauvetage et celle du bonus. Mais dans les deux cas, cette carte est à usage unique. Elle repasse de l'autre côté de l'écran du narrateur, et le narrateur peut lui, du coup, l'utiliser une unique fois pour sauver un de ses PNJ importants. Voilà pour ce qui en était de la carte By Order of the Peaky Blinders. Passons maintenant au système de combat, puisqu'on n'en est pas très loin. John, Arthur. I need 50 sticks of BSA dynamite, 300 yards of cable, and 6 detonators by midday tomorrow. This is evidence. I need you to scatter it. I'm blowing up a train. People are gonna die. Le système de combat se résout en trois grandes étapes. Dans un premier temps, on choisit à l'aide d'une carte et d'un token son attitude agressive, défensive, stratégique, et ça aura une influence sur les jets de dés durant le combat. La deuxième étape, c'est l'action en elle-même, c'est-à-dire si on attaque, si on soutient quelqu'un, si on attend, si on se met plutôt en défense, si on se déplace, on peut faire tout un tas de choses durant le round. Enfin arrive la résolution, c'est à ce moment-là qu'on lance les dés, on y applique une difficulté suivant l'opposant, on résout la situation et on applique, le cas échéant, la marge. La marge, c'est la différence entre, par exemple, le résultat du dé et la difficulté. Plus il y a de marge entre ces deux points, plus il est possible d'ajouter des bonus. Et ça marche aussi dans le sens inverse. Plus la marge est négative, plus on s'en prend dans les dents. Et là, c'est le narrateur qui va choisir. Voici donc un bref résumé du combat. C'était court, c'était efficace, et logiquement, ça doit être la même chose durant la partie.
Ce qui m'amène maintenant à vous parler de... Mais pourquoi je vous parle de tout ça alors que vous trouvez ces informations dans le livret de règles? Mon intention ici est de partager avec vous pas mal d'éléments de ma création dans tous les sens, là en l'occurrence pour le jeu de rôle Peaky Blinders, mais on verra dans d'autres épisodes pour d'autres supports, médias, etc. Dans un premier temps, je voulais vous faire un topo du jeu, parce que tout le monde ne l'a pas forcément encore aux mains à l'heure où est diffusé normalement ce podcast. Comme ça, tout le monde a ce qu'il faut pour comprendre la suite. La suite, c'est mon intention. Mon intention était de retranscrire véritablement l'univers de Peaky Blinders, vous vous en doutez. Et ce qui n'est pas facile, puisque il faut faire des choix. Et ce qui n'est pas facile, parce que quand on fait une adaptation, il faut faire des choix qui peuvent être radicaux, parfois des choix qui ne plaisent pas. Mon choix ici était de retranscrire la violence de l'univers, de retranscrire cette époque semi-historique, et surtout de retranscrire les sentiments des Peaky Blinders, pour que quand on interprète un de ces personnages, on sente le stress, ou ici dit l'obusité, qu'il y ait une sorte de perpétuelle tension, qu'il y ait des difficultés, de l'adversité, bref, qu'on se sente véritablement Peaky Blinder. Et pour ça, il fallait aussi simplifier toute la mécanique d'un jeu de rôle, on va dire classique, pour véritablement plonger dans l'univers. C'est ce que j'ai essayé de faire en vous proposant ce système avec ce D12 et ce D8, ses obusités, ses marges et ainsi de suite. Ça propose ainsi au narrateur, donc celui qui raconte l'histoire aux autres joueurs, d'avoir un minimum de choses à gérer. En effet, la plupart des difficultés sont déjà calibrées. Les jets de dés sont majoritairement pour les joueurs, ceux qui interprètent les personnages, et le joueur narrateur qui est derrière l'écran n'a plus qu'à s'occuper de l'histoire, à rebondir sur ce que vont faire les joueurs et joueuses. Du coup, une répartition plus facile, notamment parce qu'il fallait s'adresser aussi à un grand public, des personnes qui ne jouent pas habituellement à du jeu de rôle. J'aurais pu me contenter d'un système générique, c'est-à-dire un système qui existe déjà, et puis bidouiller 2-3 trucs pour que ça corresponde à l'univers de Peaky Blinders. Mais personnellement, je ne suis pas très attaché au système générique, parce que pour moi, une mécanique de jeu doit vraiment baigner dans un univers pour qu'on y joue véritablement. Si on a un système qui est pensé pour quelque chose de trop générique, on perd un peu de la saveur de cet univers. Par exemple, je n'aurais pas pu intégrer l'obusité, le stress. Peut-être que je n'aurais pas pu non plus faire en sorte que seuls les joueurs et joueuses jettent les dés, même si on retrouve ce principe, par exemple, dans Cthulhu. Ce qui me fait préciser aussi qu'évidemment, je n'ai pas tout créé à partir de rien. Déjà, on ne crée jamais à partir de rien. En plus, le délai était très court pour créer ce jeu. Et donc, j'ai fait comme pas mal de game designers, c'est-à-dire que je me documente en permanence sur pas mal de systèmes de jeu, que ce soit du jeu de rôle, mais aussi du jeu vidéo. Une sorte d'immense boîte à outils dans laquelle je prends ce qui m'intéresse pour un univers donné. Donc, j'espère en tout cas que tout cela plaira à ceux qui vont y jouer. Et pour partager cet univers et donc cette création un peu plus loin, j'ai aussi essayé de faire une sorte de making-of. Alors ça vaut ce que ça vaut, évidemment, mais vous trouverez donc en lien de ce podcast de quoi écouter le making-of enregistré avec les moyens du bord. Avec dedans mes petites réussites, mes petits bonheurs de créateur, mes échecs, mes couacs et l'avancée avec un calendrier sous le nez. Voici un petit extrait. 9 février. Après une nuit et en sortant de la douche, mon cerveau a fait tilt. J'avais déjà complètement simplifié le système de difficulté. Je suis tombé un petit peu dans le piège de l'usine à gaz avec des plus, des moins, tout ça, qu'on mettait au niveau de difficulté, qu'on ajoutait au jet de dés et tout ça. Donc, on compresse tout et on reporte tout sur les jet de dés. Bonus, malus... Ce qui m'amène au petit mot de la fin de cet épisode 2. Alors je suis content déjà si vous avez tenu jusque-là, ça veut dire que je ne suis pas trop mauvais en podcast. Sachez aussi que j'enregistre tous les épisodes d'un coup et non pas de manière hebdomadaire parce que mon planning ne me le permet pas pour le moment. Donc on améliorera ça s'il y a une saison 2, c'est-à-dire s'il y a assez d'auditeurs à ce podcast, assez de personnes intéressées. Et pour le moment, j'apprends sur le tas. Tout ça pour vous dire que nous en sommes qu'à l'épisode 2. Le prochain épisode parlera de mon roman Urban Garden et évidemment de ses liens avec la ville de Détroit. Donc je vous attends pour l'épisode 3, Urban Garden, et en attendant, je vous souhaite de bonnes parties de Peaky Blinders ou autres jeux. Et si vous avez aimé ce podcast, évidemment, n'hésitez pas à le partager, le liker et tout ce qui va avec de vos habitudes d'auditeur. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. Et une dernière petite note parce qu'un jeu ne se fait jamais tout seul.
surtout un jeu de rôle. Alors même si c'est dans les crédits du jeu, je voulais remercier Juliette B, Charlotte Bousquet, Maxime Chatham, Michael Crotoriou, Benjamin Diebling, Jim Godin, Nicolas Henry, Guillaume Merlin, Thomas Hervé et Mathieu Tortouillot qui m'ont tous aidé d'une manière ou d'une autre pour créer ce jeu, que ce soit en relecture, que ce soit en recherche de doc, que ce soit en vérification et ainsi de suite. Donc merci à tous une nouvelle fois.